Je m'appelle Pierre Koenig, hein, tout le monde me connaît, je crois, sur les lieux. Hein. Je suis né le 6/8/26 à Dolren. Voilà, et puis je suis tout jeune venu à l'Auve, ça fait que ma foi, mon enfance, ça s'est développé à l'Auve. J'avais donc 14 ans quand la guerre battait son plein, disons. Et quand les Allemands sont arrivés, je venais de faire ma communion. C'est simple. La guerre a toujours été présente pour nous parce que à l'époque, il y avait des illustrations qui circulaient, qui dataient de la guerre et qui racontaient tous les faits horribles de la guerre de 14. Mon père lui-même, c'était un ancien. Et il ne parlait pas souvent de la guerre parce que ça était un grand blessé et puis il n'aimait pas parler de ces choses. Mais moi, par contre, je lisais Le Pèlerin, par exemple, qui ne rapportait que les faits de la guerre de 14, les cruautés des Allemands, tout ça, ça fait que moi je vivais de cette vengeance, vous voyez. À l'époque, on était imprimés de ça, les gamins. C'est incroyable. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. Mais à l'époque, je ne voyais que ça. Les Allemands, pour moi, c'était quelque chose, c'était une race qui incompréhensible. Hein. Quand on faisait j'avais monté un petit groupe de gamins, casqués, équipés, on jouait avec à la guerre tout le temps, ça c'était clair. Hein. Alors imaginez-vous, quand les Allemands sont venus réellement, le choc que ça a été pour nous. Incroyable. Ça, je crois que ce jour-là, je ne pouvais pas le croire. Hein. Je ne pouvais pas le croire. On a vécu des moments tragiques, les bombardements et tout ça, mais on ne s'imaginait pas que les Allemands pourraient venir chez nous. On était occupé par une unité de génie qui était stationnée à l'Auve. Et un beau jour, on était en bas au pont avec un copain et il y a des avions qui se pointent au-dessus de la forêt de côté là. Et on n'avait jamais assisté à ça. Les types se sont mis à tirer dessus, tu parles avec des fusils et avec des revolvers. Même que j'étais gamin, j'étais sûr qu'ils n'allaient pas les descendre. Et il y a eu comme un drôle de sifflement et ma foi, on s'est tous retrouvés par terre parce que les bombes qu'ils ont lâchées, finalement, ils sont tombés à 100 mètres de la maison, ici au-dessus. C'est le pont qui visait. Ma foi, ce malheureux pont, par la suite, des sapeurs sont arrivés et ils ont enfilé je ne sais pas combien 6 charges de chaque côté, de 1 mètre de haut et 1 mètre de large, de dynamite, enfin de poudre, je pense, c'est pas seulement de la dynamite, pour le faire sauter, et c'est ce qu'ils ont fait. Le malheureux pont, il y a des éléments qui ont été de 6 tonnes, qui ont été jusque derrière l'église. Tellement il était chargé. Des cailloux se sont retrouvés au croisement de route de Rougemont, là au-dessus. Alors vous voyez un peu, il n'y avait plus aucune tuile sur le village. Hein. Tout est parti avec. Et ça n'a strictement servi à rien, parce que quand les Allemands sont arrivés, il leur a suffi d'aller chercher quelques poutres de l'autre côté sur le chantier de la scierie. Ils les ont posés à plat sur le creux qu'il y avait, et puis ils sont passés. Finalement, une résistance, il n'y en a pas eu. Il y a eu des canons qui se sont installés derrière le cimetière, on les voyait depuis ici au-dessus. Ils ont envoyé une bordée à Sentheim, ils ont démoli une colonne allemande qui montait juste vers le château des Frères, là. Et en représailles, les Allemands ont incendié pratiquement tout le centre du village, là. Toute la scierie, tout ce qui était aux alentours a sauté. Hein. Il n'y a pas eu de mort du tout parce que les gens étaient déjà tous cachés aux environs, dans les grottes, tout, n'importe où, où ils pouvaient. Hein. On savait déjà que ça va nous tomber dessus, comme on dit. Hein. Vu la position de la maison, c'était devenu la douane allemande. Et ils ont installé donc une barrière sur la route ici, tout derrière là. Et ma foi, c'est resté la douane pendant toute la guerre. Ça fait qu'on n'avait plus le droit même de monter depuis le village. Il fallait un Ausweis spécial, seulement pour vous dire. Mais d'un autre côté, on s'est rendu compte qu'on était très bien placé. Dans ma tête de gamin, j'avais l'ennemi au-dessus de moi. Et j'avais l'occasion donc de connaître tous leurs horaires. Et puis je me suis rendu compte tout de suite qu'il fallait profiter de ça pour faire le trafic entre ici et Rougemont. Ne serait-ce que pour aller au cinéma à Belfort, vous voyez. On prenait des paniers au bras, comme si on allait à la cueillette des champignons. On grimpait ici en face. Et puis une vie nous connue, on émergeait à Rougemont, où on avait des connaissances. Hein. On est où là? Ben, aux étangs de Masevaux, au Stadtweiher, ça s'appelle.
Et cet endroit, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, c'est le lieu de passage. On a emprunté cette digue que vous voyez encore ici. Maintenant, regardez, c'est la jungle, on ne peut plus y passer. C'est une digue qui fait quand même 3 ou 4 mètres de haut, là au bout, et qui à un certain moment été crevée par la petite rivière qui passe au milieu. Et n'a pas été refaite à l'époque, sûrement. Pour la raison, on n'en sait rien. Et pour quelle raison vous empruntiez ce chemin-là, cette digue en particulier? C'est pas compliqué. À l'époque, la forêt était évidemment pas comme ça. Il y avait des gros chênes et on pouvait voir de loin. Et nous prenions le milieu de la digue, naturellement, parce qu'on pouvait voir à gauche et à droite. Ça fait que si les douaniers venaient de gauche, on se planquait à droite et l'inverse. Voilà. Et ça nous menait dans la forêt de Leval, en face. Bon, j'avais 15 ans, 14 ans, 15 ans, quand on a fait les premières traversées. Hein. Puis après, je vous dis, quand maman a eu vent de la chose, elle s'est mise sur le coup aussi. Premièrement pour passer des denrées, des plâtres, et puis c'est venu se greffer dessus. Des gens qui étaient... que la Gestapo, les premiers qu'on a passés, la Gestapo les attendait à la maison. Et quelqu'un les a prévenus qu'il ne fallait pas qu'ils retournent à la maison, justement, à cause de ça. Ils sont venus à l'Auve, et de là, quelqu'un a dit, allez chez Madame Koenig, là au-dessus. Elle habite tout près de la frontière, ils peuvent vous passer. Et comme ça, de fil en aiguille, on est devenus des passeurs. C'est tout simple. On ne peut pas dire qu'on avait peur, on était un peu inconscients, vous savez, ça c'est l'âge. Hein. On risquait tout bel et bien le temps de concentration, avec l'incorporation tout de suite dans l'armée, hein, à la suite. Remarque, ça nous pendait au nez de toute façon. Mais ma foi, là, on a eu tous la même histoire. Hein. L'incorporation d'abord pour l'Arbeitsdienst, et comme il commençait à manquer de personnel un peu partout, on a passé un conseil de révision d'abord pour la Kriegsmarine, un autre pour les parachutistes, et un troisième à la maison alors pour la SS. Ça, c'était clair que la SS prévalait sur tout. Tout le reste a été annulé. Et puis finalement, quand on est revenu à la maison de l'Arbeitsdienst, 3 semaines après, on est parti pour Königsberg. Sans tambour ni trompette, sans signature, sans rien du tout. Il suffisait qu'on ait la hauteur exigée, on passait sous la jauge, on était bon. Je suis parti avec 3 copains de l'Auve. 2 ne sont plus revenus du tout et le 3e est revenu avec un bras en moins de la Normandie. Là, j'avais 17 ans, hein, 16 ans, 17 ans. On a atterri dans le sud de la France. Ça, pour nous, c'était une chance parce que quand quand le débarquement a eu lieu, on s'est tous rendu compte qu'au fil du temps, et en reculant, on pourrait éventuellement venir jusqu'aux environs de l'Alsace où on pourrait s'éclipser. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme on prévoit dans ces cas-là. Finalement, on est tombé sur une percée patonne et tout ça a été très vite. Hein. Leur programme, c'était d'amener les gens en Angleterre et d'Angleterre en Amérique. Comme les bateaux y retournaient à vide, il n'y avait aucun problème. Et une fois en Amérique, on a été dispersés dans différents camps, certains dans le nord, certains dans le sud. Ma foi, on a passé pratiquement pas loin de 2 ans là-bas. Le premier camp était dans la région de Boston. Je suis resté, j'ai fait la rencontre là d'ailleurs, il faut l'énoncer quand même, d'un prêtre qui était natif de Gevenheim et qui était capitaine dans l'armée américaine. Et c'est lui qui nous a fait avoir un travail à peu près convenable puisqu'on travaillait normalement. On n'avait pas besoin de travailler, mais nous, on travaillait volontairement. C'est déjà pour apprendre l'anglais, il fallait quand même être en contact avec les gens. Comme ça, on travaillait un peu une journée chez les fermiers, une autre fois dans les cuisines américaines ou dans les hôpitaux. Voilà mon parcours. Le 13 juin 1946, je suis revenu. J'étais pratiquement un des derniers à revenir. Je crois qu'il y a encore un qui est revenu un peu plus tard que moi de Maslow, qui est revenu de Russie. On revenait encore avec le train, ça fait qu'à 7 h du matin, quand on est revenu, il y a ma mère qui était à la fenêtre, et puis elle regardait passer le train, elle croyait que je ne voyais pas bien, parce qu'il ne m'attendait plus, on ne pouvait plus communiquer à l'époque. Et puis ma foi, une fois rendu ici, je me suis rendu compte qu'on n'habitait plus à la même place, la maison était complètement démolie, et elle est restée jusqu'à 50-51. C'est seulement après qu'on est de nouveau remonté ici.
Et ben là, les combats, je vous dis, j'ai parlé avec le général Campiès une fois qu'il était ici, je l'ai retrouvé là dans la cour à admirer la maison. Je me suis demandé pourquoi. Alors il m'a expliqué qu'il avait son QG là à la cave à un moment donné et c'est lui qui me racontait ce qui s'est passé finalement. Moi je ne le savais pas. Et il m'a dit qu'ils ont perdu au moins 60 soldats rien que autour de la maison ici. Parce qu'ils ont fait une grosse erreur. Ils sont venus et ils sont tombés sur les Allemands qui étaient forcément dans la maison et qui les voyaient venir sur la route de Rougemont. Et ma foi, ils les ont canardés et ils se sont arrêtés. Et cette nuit-là, les Allemands ont renforcé leur structure ici autour. Ils ont posé des mines sur tous les alentours de l'Auvre. Et le lendemain, quand les Français sont revenus en force, ma foi, ils sont tombés sur ces barrages de mines. Et ça les a bloqués terriblement parce qu'ils n'osaient plus mettre un pied l'un devant l'autre. On a encore eu des affaires de mines longtemps, des années après. Hein. Déjà, j'aime dessiner, ça c'est une chose. Et puis, j'aime dessiner cette période parce qu'elle est en moi. Je l'ai vécue et elle est tellement différente de ce qui se passe aujourd'hui que j'ai envie de faire partager ce que je sais. C'est tout simple. Ben, ce travail de mémoire, je le fais parce que je me rends compte que les gens ne savent plus comment on vivait à l'époque. Ils ne savent plus. Ni les outils, ni le travail, ni les emplois. Tout ça, ça a changé d'une manière incroyable. La vie a changé. Vous n'imaginez pas comment. Et je suppose que s'il y a 100 ans, quelqu'un avait fait la même chose, si quelqu'un avait dessiné ce qui se passait il y a 100 ans, aujourd'hui, ça serait quelque chose de sensationnel. On n'a rien sur ces périodes-là. La photo était à ses débuts, on n'a presque rien. Quand vous faites des sondages sur le passé, vous avez vraiment du mal à trouver quelque chose. Alors comme j'ai vécu quand même une petite partie, je vais faire profiter les autres.